Le point de départ en fait, de cette Coupe du Monde, pour moi, il se situe juste après le premier match de la Coupe du Monde, après la défaite contre l'Argentine, et avec une soirée mémorable à Marcoussis, dans un bar de Marcoussis. Et je crois que c'est vraiment là qu'on a débuté notre Coupe du Monde. Le Baratin, à l'époque, c'est le repère de Fabien Pelouse et du 15 de France. C'est un petit bistrot de village situé tout près du centre d'entraînement des Bleus, à Marcoussis dans l'Essonne. En 2007, la Coupe du Monde est organisée principalement en France. C'est une première. La pression est énorme. Mais le match d'ouverture face à l'Argentine est un échec. Je m'appelle Manon Fossat. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Géants du rugby. Fabien Pelouse est un géant, et pas seulement parce qu'il mesure près de 2 mètres et pèse 120 kilos. C'est aussi le joueur le plus capé de l'histoire du 15 tricolore, avec 118 sélections. En 2007, il participe à sa 3e et dernière Coupe du Monde. C'est le seul trophée qui manque à sa carrière. Malheureusement pour lui, quelques mois avant le début de la compétition, il perd sa place en équipe de France. En 2006, je me blesse à la cheville. C'était chirurgical, mais en fait, moi, il n'était pas question que je me fasse opérer parce que là, pour le coup, ça rendait très aléatoire la participation à la Coupe du Monde. Et après quelques complications, je fais une algodystrophie, etc. Finalement, du jour au lendemain, ma cheville m'a plus donné signe de douleur et j'ai pu reprendre finalement assez normalement. Je savais que si je retrouvais mes capacités physiques, j'avais assez d'antériorité dans l'équipe de France pour pouvoir prétendre à être dans cette Coupe du Monde. Et ensuite, les choses s'enchaînent, je dirais, de façon... allez, je viens de dire normal, même si être sélectionné pour jouer une Coupe du Monde à la maison, c'est pas quelque chose de normal quand même. Le 14 juin, après avoir avalé du poulet avec tous les joueurs, le sélectionneur Bernard Laporte annonce la liste des 30 retenus pour le mondial. Le nom de Fabien Pelouse figure bien sur cette liste. 2 semaines plus tard, c'est le début de la préparation physique à Marcoussis. Imaginez un peu, un centre d'entraînement qui s'étend sur 42 hectares. Des terrains de rugby, une partie hôtel, un restaurant, des salles de conférence, un centre médical, et le tout en bordure d'une forêt et d'un étang. On se retrouve à Marcoussis et c'est un peu différent des tournées d'automne et du tournoi parce que déjà il fait beau. Il fait beau et ça change tout quand même, parce qu'on peut profiter justement de Marcoussis en dehors des heures où on est mobilisé sur le terrain ou dans les salles de muscu ou dans les salles de vidéo. On peut profiter aussi du bois à côté, des lacs, il y en a qui ont pêché, voilà, des autres activités qu'on peut faire autour de Marcoussis. Ça paraît anodin, ça paraît rien, mais c'est important quand même parce qu'on vit ensemble pendant un mois et demi de préparation et ensuite sur la compétition, et puis on ne peut pas être focalisé 100% du temps sur le rugby. Donc ces petits dérivatifs et profiter justement du beau temps et d'autres choses, parce qu'ici moi j'ai connu quand même des semaines pluvieuses, des semaines où il faisait -10, des semaines où en fait on met pas le nez dehors en dehors des entraînements parce qu'il fait trop mauvais, et voir Marcoussis et vivre Marcoussis dans cet autre contexte, c'est tout à fait différent en fait. Marcoussis, c'est comme un petit village où chacun a ses habitudes. Les joueurs dorment à 2 par chambre, sauf le capitaine Raphaël Ibanez et le vice-capitaine Fabien Pelouse, qui eux sont seuls. Il y a bien sûr des affinités en fonction des clubs d'origine. Il y a une ossature qui est là depuis un moment, qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut faire, et donc il n'y a pas vraiment de rivalité. Il y a des clubs d'origine, des clubs desquels on vient, mais il n'y a pas de rivalité en fait. À l'époque, c'est la rivalité entre Biarritz, Stade Français et Toulouse, on va le dire schématiquement. Il y a un peu quelques aussi Clermontois, mais quand on arrive en équipe de France, franchement, ça s'estompe, parce que pour les uns comme pour les autres, en fait, il y a d'un côté le club et d'un côté l'équipe de France. C'est comme la relation qu'on peut avoir avec son père et sa mère. Il n'y a pas de préférence. La relation qui nous unit, elle est un peu plus exacerbée, effectivement, avec les gens avec qui on vit au quotidien. Mais de manière toute bête, en fait, c'est la mode des PlayStation, des portables, là. Voilà. Et donc, en fait, à travers ça, bizarrement aussi, on se réunit tous, on forme d'autres équipes par affinité plutôt de jeux de PSP, et on crée d'autres relations aussi grâce à ça. Pour d'autres, c'était les jeux de cartes, pour certains, c'était les PSP, pour d'autres, c'était la pêche. Enfin, on a eu plein de choses quand même.
Il y a eu des carpes dans la baignoire d'un des joueurs. Voilà. Comme il n'y avait que 2 pêcheurs dans le groupe, on a su vite qui était à l'origine du truc, mais c'était pas mal quand même. C'est Julien Bonner qui avait œuvré et qui les avait mis dans la baignoire de Domi, qui était un peu phobique, je crois, des poissons, qui s'est retrouvé ça dans la baignoire. Bon, ça sent un peu quand même les poissons, et il avait passé un bon moment pour les remettre à l'eau. Cette année-là, en 2007, c'est la toute première fois que la Coupe du Monde est organisée en France. Il y a donc beaucoup d'attentes, beaucoup d'engouement, aussi bien médiatique que populaire. On était juste un peu préservés finalement de l'engouement du quotidien. Voilà, nous on avait quand même une Coupe du Monde à préparer et des problématiques sportives à résoudre quand même. C'est quand même le point principal. Et donc, en fait, moi j'ai pas eu l'impression de vivre dans un bunker, hein, bien au contraire, parce qu'on a profité justement, de nous, de cette vie de groupe, et malgré tout on avait quand même quelques sas pour aller profiter aussi des alentours, profiter de la famille, profiter des amis, sur toute la préparation. On avait quand même quelques moments pour aller profiter de tout ça. C'est la fin de l'été sur la France. Le début du mondial approche en ce début du mois de septembre. À Marcoussis, le soir, les joueurs se retrouvent souvent autour d'un film en particulier qui va leur inspirer leur cri de ralliement. Spartiate. Spartiate, voilà ce qu'ils répètent à longueur de journée, un peu comme les footballeurs en Allemagne avec leur « on vit ensemble, on meurt ensemble ». Tout est parti d'un film que les joueurs ont regardé au début de leur préparation, le film 300, qui raconte la bataille des Thermopyles en Grèce et la résistance héroïque de 300 soldats spartiates devant l'invasion perse. C'est un film assez esthétique, il y a eu 1,5 million de spectateurs. Ça parle courage, discipline, sens du sacrifice. Christophe Dominici a apprécié. On a trouvé ça pas mal, un film super intéressant, super fier, avec beaucoup de courage. Et voilà, c'est dur, on fait des entraînements durs, on fait des entraînements éprouvants. Et puis voilà, c'est quand on finit un entraînement dur et éprouvant, et pour montrer la solidarité qu'on a eue entre nous, malgré que ça a été difficile, et bien, voilà, c'est pour dire on y est arrivé, on a passé encore une étape et c'est bien, on continue, quoi. Le cri, c'est ça. Quelques heures avant le match d'ouverture contre l'Argentine, Bernard Laporte demande à l'un de ses joueurs de lire la lettre de Guy Môquet que le jeune résistant de 17 ans a envoyée à ses parents la veille de sa mort. La gorge nouée, Clément Poitrenaud prend la parole devant ses coéquipiers. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé. Je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier ma petite maman, c'est d'être courageuse. Bon, franchement, des motivations un petit peu des fois décalées. On en a connu tous dans le rugby. Et celle-là venait... bon, finalement, oui, c'était un peu décalé. Le lendemain, quand on a appris que cette lettre de Guy Môquet allait être lue à tous les élèves de France. Et là, on s'est dit, mais... Enfin, moi, en tout cas, je me suis dit, mais on est sur plusieurs tableaux, là. Là, cette lettre de Guy Môquet, pour nous, elle avait certainement un peu de sens, mais je trouve que c'était peut-être un peu démesuré quand même. On fait que du rugby, nous, hein. C'était pas tout à fait le contexte. C'était dramatiser un petit peu les choses, je trouvais, quoi. Et peut-être dans un moment où il n'y en avait pas besoin de dramatiser les choses. On avait besoin plutôt, au contraire, de sortir un peu du contexte. Mais c'est toujours plus facile de parler, hein. Effectivement, le lendemain, on a compris qu'il y avait aussi derrière ça un aspect politique. Et là, effectivement, bon, on s'est un peu posé la question du positionnement de Bernard Laporte à ce moment-là, qui, après la Coupe du Monde, allait être nommé secrétaire d'État au sport. Voilà, je trouvais que le mélange des genres... Après, pour être tout à fait honnête, je ne pense pas que ça nous ait grandement perturbé quand même, hein, parce qu'on était sur d'autres considérations, on avait une Coupe du Monde à gagner, et c'était un petit élément qui intéressait plus finalement les médias que nous à l'intérieur. C'est le thème Blême que les Français écoutent la Marseillaise résonner dans le Stade de France ce 7 septembre 2007. Sur le terrain, les Pumas argentins dominent les Bleus 17-12. C'est un peu le ciel qui nous tombe sur la tête quand même, parce qu'on n'avait pas imaginé ça. Donc il faut bien rebondir par rapport à ça, hein. Bon, le retour à Marcoussis est quand même voilà, difficile, quoi.
On débriefe le match. Le débrief était un peu dur, quoi, mais de façon logique, hein, parce que ouais, on n'avait pas maîtrisé grand-chose sur ce match quand même. Et ensuite donc vient le baratin avec c'est Domi, Christophe Dominici, qui initie ça. Il dit il manque un truc là, il faut voilà, on va les débriefer à notre façon et on va donc au baratin. Au départ comme ça, quoi. En fait, on y va pour passer un moment. Et je me rappelle qu'il y avait un événement dans le parc de Marcoussis à côté où on y est passé. Et les gens nous ont réconfortés quand même. Voilà, après la défaite. Et on sentait que voilà, ils étaient quand même. Voilà, ils nous ont soutenus quand même. Et ça a été aussi un élément important. Et ensuite, on est allé au bar. Et bon, là quand on met des rugbymen dans un bar, il peut tout se passer. Et là, il s'est passé que voilà, on a pu évacuer les choses. On a pu parler de ça. C'est vrai que quand on est en soirée, la musique est un peu forte, on est un peu désinhibé par l'alcool. On peut se dire les choses de manière plus vertement. C'est une nouvelle aventure et une nouvelle compétition qui débute pour les Bleus au lendemain de cette soirée arrosée. Face à la modeste Namibie, les Français s'imposent largement, 87-10, avant d'affronter l'Irlande au Stade de France. C'est déjà le match de la peur. Il y a beaucoup de maillots verts dans les tribunes du Stade de France et les Verts répondent aux Bleus. Ça donne une ambiance extrêmement chaleureuse. On a vu tout à l'heure l'équipe d'Irlande venir s'entraîner, acclamée par pratiquement la moitié du stade. Ouais. Car les Irlandais sont venus en renfort. C'est pas très loin de Paris de Dublin. Et il y a vraiment une très grosse ambiance, une ambiance chaleureuse où tout le monde est joyeux et heureux d'être là. Stade archi-comble évidemment et une soirée estivale. Ce soir-là, les coéquipiers de Fabien Pelouse s'imposent sans briller 25-3 avant de battre quelques jours plus tard la Géorgie lors du dernier match de poule. Voilà donc l'équipe de France qualifiée pour les quarts de finale. Ce sera contre les All Blacks. On se dit qu'on va jouer la meilleure équipe du monde à ce moment-là. Et que il faut s'appuyer sur notre vécu et ce que l'on a fait avant. Nous, moi je suis d'une génération où on a la chance de les battre souvent quand même. Soit on a pris des grosses branlées, soit on les a battus. De peu, souvent, mais on les a battus. À l'image de la remontada de Barcelone contre le PSG, on se dit que c'est faisable, quoi. Si c'est puede. Voilà. Les Bleus sont-ils capables de réaliser l'exploit face aux All Blacks? À l'époque, la Nouvelle-Zélande est considérée comme la meilleure équipe du monde. Pour découvrir les dessous de cette aventure extraordinaire, je vous donne rendez-vous avec Fabien Pelouse dans la seconde partie de cet épisode consacré aux géants du rugby. À très vite sur le site et l'application Europe 1 ou sur votre plateforme d'écoute préférée.